Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Je m'excuse d'avance pour ma voix, un petit rhume fait de la résistance. Merci beaucoup pour votre soutien, je vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Fatih, et ce que je m'apprête à vous raconter a non seulement ravagé mon enfance, mais a aussi laissé des traces indélébiles dans mon esprit, hantant chaque étape de ma jeunesse. Aujourd'hui encore, les séquelles de cette histoire tourmentent mes nuits et empoisonnent mes pensées. Mais pour que vous saisissiez toute l'ampleur de ce drame, il faut remonter aux premières années de mariage de mes parents. Mes parents vivaient alors dans un quartier tranquille, au cœur d'une petite ville. Leur quotidien était simple, rythmé par les joies et les tracas ordinaires. Mais une ombre planait sans cesse au-dessus d'eux, assombrissant chaque instant de bonheur. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, malgré les consultations multiples. Les spécialistes étaient unanimes dans leur diagnostic. Jamais ils ne connaîtraient la joie de devenir parents. Sous la pression de cette situation insupportable et poussés par l'ignorance, mes parents s'étaient tournés vers des voies alternatives, parfois contraires à notre foi, l'islam. Ils firent des offrandes, enchaînèrent les pèlerinages vers des sanctuaires lointains et allumaient des bougies dans l'espoir d'attirer des bénédictions. Ils invoquaient la protection de Saint Honoré dans des mausolées, suppliant pour qu'un miracle qui leur permettrait enfin d'avoir un enfant. Aveuglés par le désespoir, ils s'étaient égarés, franchissant sans le voir cette limite fragile vers l'idolâtrie. Leur entourage exerçait une pression constante, souvent de manière involontaire. Les voisins, presque naïvement, leur demandaient pourquoi ils n'avaient toujours pas d'enfants, ou leur rappelaient gentiment que ce serait une bonne chose d'en avoir un. Les parents de mon père et de ma mère, quant à eux, exprimaient le plus souvent ouvertement leur impatience à voir des petits-enfants grandir autour d'eux. Face à ces attentes persistantes, mes parents se retrouvaient souvent démunis, sans réponse, n'osant plus avouer leur impuissance. Progressivement, ces pressions extérieures vinrent s'ajouter aux tensions qui s'accumulaient au sein de leur foyer, et leurs disputes devinrent de plus en plus fréquentes. Selon ma mère, la situation était devenue si insupportable qu'ils en étaient arrivés à envisager le divorce comme une issue. C'est alors que mon père, dans un moment de résignation, mêlé de lassitude, proposa « Puisque nous n'aurons jamais d'enfants, pourquoi ne pas en adopter un ?» Ma mère, désireuse de sauver leur couple et de retrouver un semblant de paix, accepta cette idée. Ils se renseignèrent aussitôt sur les démarches, et après plusieurs mois de patience et de démarches administratives, ils adoptèrent un petit garçon de 4 ans, nommé Amir. Mes parents chérissaient Amir et l'élevaient comme leur propre fils, convaincus que leur famille était désormais complète. Cependant, 2 ans plus tard, un événement inattendu allait bouleverser leur vie. Ma mère découvrit qu'elle était enceinte, annonçant ainsi ma venue. Ma naissance fut accueillie comme un miracle, un signe du Tout-Puissant après tant d'années d'épreuves et de désespoir. Mes parents n'en revenaient pas d'avoir été bénis de 2 enfants après tant de difficultés. Leur bonheur semblait sans fin, mais ils ignoraient encore que cette bénédiction s'accompagnerait d'ombres dissimulées qui hanteraient notre famille durant des années. Toutes les attentions étaient concentrées sur moi, et mon frère en fut vite envahi par une jalousie profonde. Quand j'étais encore dans le berceau, il m'avait blessé à la tête avec un objet qu'il tenait en main. On m'avait emmené d'urgence à l'hôpital, mais il n'était qu'un enfant, inconscient de ses actes, et personne ne pouvait réellement lui en vouloir. Tout le monde partageait ce sentiment. Un médecin exceptionnel m'avait sauvé la vie, épargnant ainsi à ma famille une tragédie qui aurait tout bouleversé. En grandissant, les conflits entre mon frère et moi s'étaient intensifiés, créant non seulement des tensions familiales, mais aussi des difficultés financières. Les dépenses avaient explosé, et ma mère, pour combler les besoins, avait dû travailler comme femme de ménage. Mais cela ne suffisait pas. Mon père avait dû partir pour une autre ville, où une usine de chaussures offrait un meilleur salaire que son ancien emploi de cordonnier. Ma mère se retrouvait donc seule à la maison, assumant les rôles de père et de mère, tandis que mon frère et moi passions de longues heures livrés à nous-mêmes. Dès que nous étions sans surveillance, mon frère adoptait des comportements étranges qui m'échappaient totalement. J'étais encore trop petit pour tout comprendre, mais je sentais qu'il était tourmenté par des choses invisibles autour de lui. À chaque fois que je lui demandais de jouer avec moi, il se mettait en colère, et je finissais par me réfugier dans un coin de la chambre, jouant seul dans un silence que je ne pouvais comprendre. Parfois, je le surprenais en train de parler tout seul. Ce n'était pas normal, mais il ne le faisait jamais devant notre mère. Un jour, son comportement s'avéra plus inquiétant que d'habitude. Il jouait à une sorte de cache-cache, en criant dans un état étrange. En le voyant ainsi,
Je m'étais mis à pleurer, terrorisé. Il s'était approché, furieux, m'avait attrapé par le col et, les yeux emplis de rage, m'avait murmuré d'un ton glacial. « Si tu racontes à quelqu'un, je te tuerai dans ton sommeil. » Jamais je n'avais ressenti une telle peur. Son regard brûlait d'une haine qui me glaça jusqu'aux os. En repensant à ces moments, je comprends aujourd'hui combien vivre tout cela était terrifiant pour un enfant. Malgré ces épreuves, j'étais, au début de mon enfance, un garçon souriant et joyeux. Ceux qui me croisaient ne manquaient jamais de me témoigner de l'affection, ce qui semblait insupportable pour mon frère. Après chaque élan de sympathie reçu, il s'en prenait à moi de plus belle. Avec le temps, son attitude et ses violences répétées avaient fait de moi un enfant introverti, replié et pessimiste. Ma mère, inquiète de ce changement, pensait que j'étais malade et m'avait emmené consulter un pédopsychiatre. Ce dernier lui expliqua que je souffrais d'un manque d'attention. Ma pauvre mère faisait de son mieux pour nous élever seuls. Mais que pouvait-elle faire de plus avec mon père si loin ? Elle assumait seule toutes les responsabilités de la maison. Nous vivions dans un petit appartement avec un salon et 2 chambres. Mon frère et moi partagions la même chambre. Chaque soir, ma mère venait nous border, nous souhaitait une bonne nuit et nous embrassait avant de quitter la pièce. C'est à ce moment-là que le cauchemar commençait. Dans l'obscurité, il recommençait à parler seul. Son comportement me terrifiait tant que je me bouchais les oreilles et enfouissais ma tête sous la couverture pour ne rien entendre. Chaque nuit, cette peur me poursuivait jusque dans mes cauchemars. Au matin, mon lit était souvent trempé et ma mère me réprimandait, incapable de comprendre la terreur nocturne qui me hantait. En grandissant, les comportements agressifs de mon frère envers moi lorsque nous étions seuls s'étaient intensifiés. Parfois, il s'en prenait à moi physiquement pour se défouler. Pourtant, devant ma mère, il adoptait une attitude calme et protectrice, masquant ainsi son véritable visage. Il n'y avait pas un seul jour où il se comportait normalement quand nous étions seuls. Soit il me frappait, soit il s'en prenait aux objets de la maison, laissant derrière lui une trace de ravage. Son comportement instable me terrifiait, mais ma mère n'avait jamais imaginé que mon mal-être venait de lui. Chaque fois que je le voyais agir de manière étrange, il me menaçait de mort d'une voix froide, et je sentais au fond de moi qu'il en était réellement capable. Je m'étais habitué à l'entendre parler tout seul chaque soir, mais j'avais toujours aussi peur et faisais encore des cauchemars. Une nuit de pluie, tandis que le tonnerre grondait au loin, je faisais semblant de dormir tout en observant mon frère en secret, convaincu qu'il ne me remarquait pas. Cette nuit-là, il paraissait changer. Dès que notre mère avait quitté la chambre, il s'était levé, comme sous l'emprise d'une force invisible, à genoux, suppliant et pleurant, comme s'il demandait à une présence invisible de le laisser en paix. Ses gestes désespérés me faisaient comprendre qu'il avait peur de quelque chose d'invisible. Et moi, j'avais peur de lui. Ma mère, ayant entendu des bruits étranges, s'était levée pour voir ce qui se passait. Le bruit de l'ouverture de sa porte calma instantanément mon frère, qui se remit dans son lit comme si de rien n'était. Comment pouvait-il changer d'humeur si rapidement ? Me demandai-je inquiet. Quand ma mère quitta la chambre, il sembla penser que c'était moi qui l'avais alerté. Même si je faisais semblant de dormir en lui tournant le dos, il murmura d'une voix menaçante. « Je me vengerai de toi, tu verras. » Puis, il s'allongea dans son lit et recommença à parler seul. Ses mots chuchotaient dans l'obscurité. À un moment, il se tut, me laissant penser qu'il s'était finalement endormi. Mais soudain, une main se posa sur mon épaule, me réveillant brusquement en cette nuit orageuse. Je me retournai et vis mon frère Amir, le regard empli de folie. Il enroula ses mains autour de mon cou et commença à m'étrangler. Incapable de respirer, je le suppliais. « Arrête, s'il te plaît, mon frère. » Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il me lâcha soudainement, éclatant en pleurs avant de regagner silencieusement son lit. Comme si rien ne s'était produit. Je le regardais dormir, partagé entre une peur intense et une profonde peine pour lui. Au matin, Amir me salua avec un sourire comme si rien ne s'était passé. Je n'en revenais pas. Soit il devenait fou, soit c'était moi qui avais rêvé. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, je vis pourtant les marques laissées par ses mains sur mon cou. Je n'avais donc pas rêvé. Quelle sorte de personne seriez-vous devenu en ayant vécu une enfance comme la mienne ? Je prenais sur moi et gardais le silence sur tout ce que j'endurais. Mon frère me faisait pression pour que je ne parle jamais à personne de ses actes. Souvent, je m'éclipsais à la salle de bain pour pleurer seul, accablé par le poids de ma souffrance. Les problèmes d'Amir se multipliaient de jour en jour, et plus il devenait étrange, plus il s'acharnait sur moi. Quand j'avais 10 ans et Amir 16, ma mère nous avait inscrits chez les éclaireurs,
espérant renforcer notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Elle pensait que cette expérience m'aiderait à surmonter mes peurs et à devenir plus autonome. De plus, elle espérait que cela resserrerait les liens entre Amir et moi, nous apprenant à travailler ensemble et à nous soutenir. Mais pour moi, l'idée de passer du temps seul avec lui était inquiétant. Pourtant, je n'osais pas contredire notre mère, espérant secrètement que cette aventure serait bénéfique. Lorsque notre troupe d'éclaireurs organisa une sortie camping, je n'étais pas du tout enthousiaste. Amir, en revanche, restait calme, presque détaché, comme si l'idée de passer la nuit en forêt ne l'effrayait pas. Pour moi, cette aventure était une source d'angoisse. Un soir, Amir tendit le formulaire d'autorisation à notre mère avec un visage impassible, et elle signa sans hésiter. Quand il récupéra le papier, je savais que j'allais devoir l'accompagner contre mon gré. Le jour du départ, ma nervosité augmentait pendant le trajet en car. Arrivés au campement, les chefs nous assignèrent des tentes. Amir et moi devions partager la même tente, et je redoutais déjà ce qui pourrait se passer. La nuit tomba rapidement, et alors que les autres scouts s'endormaient, Amir restait éveillé, fixant l'obscurité d'un regard intense, comme s'il y discernait quelque chose d'invisible, tandis que je faisais semblant de dormir. Vers minuit, je le vis se lever doucement, silencieux. Il se déplaçait lentement, vérifiant si je dormais. Il sortit de la tente, et mon cœur battit plus fort. Où allait-il en pleine nuit? Une terreur sourde me saisit, mais une impulsion inexplicable me poussa à le suivre. Je sortis quelques instants plus tard, en tâchant de ne pas faire de bruit. Dans l'ombre, je me glissai derrière lui, inquiet et curieux de découvrir ce qu'il cachait. Il faisait très sombre dehors, tout le monde dormait, et pas un seul bruit ne venait troubler la nuit. Devant les tentes se dressait une forêt dense. Amir s'enfonça dans les ombres, me semblant plus étrange que jamais. Pourquoi s'aventurait-il ainsi dans la forêt à cette heure tardive? Je le suivais, inquiet, observant ses mouvements furtifs vers un endroit où des silhouettes semblaient se rassembler. J'avais d'abord cru que c'étaient des éclaireurs comme nous, mais la fluidité de leur conversation me donnait l'impression qu'ils parlaient comme des adultes. Alors que les plus âgés parmi nous n'avaient que 16 ans, 3 silhouettes attendaient au milieu des arbres, et Amir avançait vers elles, bien qu'il paraissait hésitant. Je me cachais derrière le tronc d'un arbre, me forçant à les observer. Mes yeux scrutaient l'obscurité, mais je ne parvenais pas à distinguer les traits de leur visage. En me déplaçant pour avoir une meilleure vue, mon pied écrasa une branche morte, provoquant un craquement aigu. Ils se tournèrent vers moi. C'est alors que je les vis. Leurs yeux effrayants, rouges et légèrement luisants me terrifièrent. L'adrénaline me poussa à courir, le cœur battant à 100 à l'heure. De retour dans ma tente, je m'allongeais. Je tournais le dos au sac de couchage de mon frère, faisant semblant de dormir. Mais le battement de mon cœur résonnait comme un tambour, et ma respiration était trop rapide. Quelques minutes plus tard, Amir rentra dans la tente, vérifia si je dormais bien, puis se mit à son tour dans son sac de couchage, agissant comme si de rien n'était. La peur m'empêchait de lui demander des explications. Après ce jour-là, je décidai de garder un œil sur mon frère Amir. Il était clair que quelque chose n'allait pas, et qu'il cachait des secrets. Les mois, puis les années passèrent, et Amir s'isolait de plus en plus dans notre chambre, s'enfermant à clé et disant qu'il avait des choses à faire. Plus je grandissais, plus mon esprit devenait apte à saisir la gravité de la situation. Pour moi, Amir semblait souffrir d'un problème mental. Notre père n'était pas à la maison, vivant à des centaines de kilomètres de nous, et notre mère travaillait dur, souvent absente. Lorsqu'elle rentrait, mon frère se comportait comme un ange, tandis que moi, je voyais l'état dans lequel il se trouvait. Je commençais à penser qu'il devait souffrir de quelque chose comme la schizophrénie. Si son cas était sérieux, il risquait de me faire du mal, ou de se blesser lui-même. Mais ma plus grande peur était qu'il s'en prenne à lui-même. Un jour, alors qu'il s'était encore enfermé dans sa chambre, je ne pus m'empêcher de l'écouter. J'entendais un bourdonnement provenant de l'intérieur. Je pris un verre de la cuisine, le plaçai contre le mur, et tendis mon oreille pour mieux entendre. Amir parlait encore seul, et il semblait supplier quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'après d'autres événements similaires, je compris que mon frère n'était pas fou, mais qu'il était affecté par des choses invisibles qui le dérangeaient et s'en prenaient à lui. Au fond de moi, je savais qu'Amir souhaitait que ces entités ne lui causent plus de tort, mais qu'il n'y parvenait pas. Je me devais d'aider mon frère. Pourquoi un frère s'en prendrait-il à son petit frère en prenant du plaisir à le faire sinon? Peut-être qu'il s'en prenait à moi sans en avoir conscience. Je décidai d'en parler à notre grand cousin Fouad, sans que les adultes soient au courant. Il m'écouta attentivement et me demanda pourquoi je n'en avais pas parlé plus tôt. L'inquiétude se lisait sur son visage.
Je lui expliquai qu'Amir s'en serait pris à moi, et que ma mère ne se doutait de rien. Mon grand cousin Fouad me dit qu'il comprenait et qu'il parlerait avec lui de la meilleure façon possible, me rassurant que je n'avais plus à m'inquiéter. Les jours passèrent, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ma conversation avec Fouad. J'espérais qu'il influencerait Amir positivement, mais une inquiétude persistait en moi. Lors d'un repas de famille chez mes grands-parents, j'aperçus enfin Fouad et crus voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais il ne disait rien à Amir. Finalement, je décidai de demander à Fouad ce qu'il avait dit à Amir. Nous nous retrouvâmes dans le jardin. « Grand frère Fouad, t'as parlé à Amir? J'ai l'impression qu'il est encore plus bizarre depuis qu'on en a parlé. » Il m'observa un moment perplexe, puis répondit doucement. « Ouais, je lui ai dit que tu te sentais mal à l'aise. Mais ça le faisait rire, désolé cousin. » Fouad se frotta l'arrière de la tête, visiblement mal à l'aise. Je savais que Fouad ne comprenait pas l'ampleur de la situation. Amir n'était pas simplement un grand frère, il était devenu une menace. Je retournai chez moi, l'esprit tourmenté. Ce soir-là, alors que je m'efforçais de m'endormir, je sentis le poids d'Amir dans la pièce. Lorsque la porte s'ouvrit doucement, je retins mon souffle. Amir entra, son regard sombre s'illuminant de menace. « Alors, petit frère, tu as été voir Fouad, hein ?» Je me redressai dans mon lit, le cœur battant. Je voulais pas, grand frère. Il s'approcha lentement, un sourire cruel sur les lèvres. Je t'avais prévenu de pas en parler à quelqu'un d'autre. Fouad m'a pris pour un fou. Maintenant je vais devoir te montrer pourquoi il ne faut jamais croiser mon chemin. Un frisson d'horreur me parcourut le dos. Tu vas voir, si tu oses encore parler de moi à qui que ce soit, je te ferai regretter d'être né. Et crois-moi, tu ne veux pas être en travers de mon chemin. La peur me paralysait. Ces mots me retenaient comme des chaînes, et je savais que je ne pouvais que rester silencieux. Je restais là, tremblant, conscient que ma situation avait atteint un point critique. Chaque nuit qui suivit, je redoutais le moment où je devais fermer les yeux. J'avais désormais la certitude qu'Amir était prisonnier d'un pouvoir qui le dépassait, et qu'il ne montrerait aucune pitié. La peur de l'inconnu s'était installée en moi, plus profonde et sombre que tout ce que j'avais imaginé. Quand j'étais au lycée, je me battais souvent, cherchant à évacuer la rage et la frustration que mon frère me faisait subir. Je ne suivais plus les cours et traînais avec un groupe de jeunes, des vrais voyous qui avaient aussi leurs démons. Nous nous retrouvions dans une maison abandonnée où on jouait au poker. Le perdant payait l'addition au café. Certains fumaient et buvaient, et je goûtais à tout ce qu'ils me proposaient. Avec du recul, je réalise aujourd'hui combien j'étais égaré. Combien cette voie n'était qu'un faux échappatoire. Ces gars, eux aussi, avaient leur propre fardeau. L'un vivait chez un oncle violent depuis qu'il avait perdu ses parents, et d'autres avaient également traversé des enfances difficiles. Nous étions 5, chacun cherchant à fuir ses propres souffrances, à oublier les épreuves qui pesaient sur nous. Malgré tout, être avec eux me soulageait, car cela signifiait que je n'étais pas à la maison. Un jour, Salim, l'un de mes amis que l'on appelait l'alcoolique, écrasa sa canette de bière dans un square et lança. « Et si on allait chez moi, il y a personne une semaine. Ma mère est partie chez ma grand-mère qui est malade. » Salim, orphelin de père, vivait seul avec sa mère. Nous partîmes acheter de quoi grignoter et boire à l'épicerie du quartier. Ils prirent aussi d'autres choses dont je ne voyais pas l'utilité. L'épicier riait étrangement, tout comme mes amis, mais je ne comprenais pas la raison de leur rire. Dehors, je demandais à Salim pourquoi l'épicier et les autres riaient, et pourquoi ils avaient pris ces choses. Salim se contenta de me dire « Toi t'as rien capté, hein, tu verras ça à la maison ». Une fois chez lui, nous nous installâmes pour jouer au poker en grignotant des chips. Salim s'éclipsa dans la cuisine et, 10 minutes plus tard, revint avec un objet bricolé et un papier contenant ce qui ressemblait à de la menthe séchée, au parfum étrange. « C'est quoi ça, c'est quoi ce truc ?» demandai-je un peu méfiant. Ils éclatèrent tous de rire, et je compris rapidement le genre de substance qu'ils allaient fumer. Salim avait bricolé un narguilé, et apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il consommait cette saloperie. Quand vint mon tour, j'essayai de faire comme eux, tentant de m'intégrer malgré ma réticence. La première bouffée me fit tousser, ce qui provoqua le rire des autres. Après la deuxième et la troisième, ma gorge s'habitua. Mais bientôt, ma tête commença à tourner, dans un état pire que l'ivresse. En essayant de me lever, je trébuchais sur une chaise et tombais lourdement. Hassan, qui était à côté de moi, m'aida à me relever et m'accompagna jusqu'aux toilettes. « C'est bon, laisse-moi ici », lui dis-je, mais Hassan restait planté là. « Ah, c'est bon, je t'ai dit de partir, t'es bloqué ou quoi ?» Il me regarda d'un air surpris.
Mais qu'est-ce que tu racontes? T'avais rien dit. En entrant dans les toilettes, je réalisais que ce que je croyais avoir dit n'était jamais sorti de ma bouche. En me regardant dans le miroir, je vis mes yeux rouges et cernés, ma tête de déterré. Pourquoi avais-je fumé ça, me demandais-je intérieurement. Puis, comme si une force invisible m'avait poussé, je me retrouvais assis sur le couvercle des toilettes. La lumière s'éteignit brusquement. Étrangement, l'obscurité soulagea mes yeux fatigués. C'est alors qu'une gifle me heurta, suivie de plusieurs autres coups. Je tombais de la cuvette et, à moitié endormi, murmurais. « Arrêtez, bande d'enfoirés, c'est pas drôle. Sinon je vais vous insulter. » J'entendis mes amis courir vers moi. Ils ouvrirent la porte et, voyant mon état, m'allongèrent sur le canapé du salon. « Qui est le con qui m'a fait ça ?» demandai-je encore sous le choc. Ils examinaient les marques de coups sur mon corps, se demandant comment j'avais pu me faire ça tout seul. Habitué à fumer, ils n'étaient pas dans le même état que moi, et étaient surpris de mes réactions. Soudain, on frappa à la porte, pris de panique. Ils se dépêchèrent de cacher tout ce qui traînait sur la table. Salim alla ouvrir. J'entendis alors la voix de mon frère Amir. Amir entra et, en voyant nos têtes, lança. « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez vu vos têtes? Vous avez les yeux rouges. Vous êtes tous défoncés. » Salim mentit en disant « On a juste un peu bu. » Et Fatih s'est allongé parce qu'il se sentait pas bien. Mon frère se tourna vers moi, l'air furieux. « Pourquoi tu réponds pas à ton téléphone? Tu sais l'heure qu'il est? Maman s'inquiétait de pas te voir rentrer. » Il me regarda un instant, puis soupira. « Reste ici cette nuit. Surtout ne rentre pas dans cet état. Je veux pas que maman te voie comme ça. » Il quitta la maison de Salim, mais je ne comprenais pas comment il avait fait pour me retrouver. Moi-même, je ne connaissais pas l'adresse de Salim. C'était la première fois que je venais ici. Les autres recommencèrent à fumer. J'essayais de jouer quelques parties de poker, mais finalement, je m'endormis sur le canapé. En pleine nuit, je me réveillais la gorge sèche et me levais pour boire de l'eau dans la cuisine. J'avais du mal à marcher, et quand j'arrivais dans la cuisine, je tombais nez à nez avec Hassan, immobile, qui me fixait. Il ne bougeait pas, comme figé. J'eus un sursaut. « Mais qu'est-ce que tu fais ici au milieu de la nuit? Tu m'as fait peur, crétin. » Hassan restait immobile sans rien dire. J'en déduisis qu'il devait être ailleurs. J'avalai une gorgée d'eau directement au robinet, puis retournai vers le salon. Mais là, je vis Hassan en train de dormir sur le canapé. Troublé, je retournai vérifier, mais la cuisine était vide. Je revins au salon, et cette fois, Hassan n'était plus sur le canapé. « Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?» me dis-je terrifié. « J'espère que tout ça n'est qu'un rêve, Inch'Allah. » Je me dirigeai vers la chambre de Salim, où les 4 autres étaient rassemblés. Mon cœur battait à 100 à l'heure. « Depuis combien de temps vous êtes là ?» Au même moment, la porte d'entrée sonna. « Salim, qui ça peut être à cette heure-ci ?» Mais Salim ne répondit pas, comme s'il n'entendait pas. En fait, aucun d'eux ne réagissait, tous plongés dans une sorte de léthargie. Je partis ouvrir la porte, et ce que je vis me glaça le sang. Les 4 amis se tenaient devant moi. Mon esprit ne put encaisser cette vision, et je perdis connaissance. Je me réveillai sous les gifles de Hassan. « Réveille-toi, Fatih. Ça va mieux ?» En reprenant mes esprits, avec la peur au ventre, je leur racontai tout ce que j'avais vu. Ils se regardèrent sans un mot, partagés entre la peur et la gêne. Après un long moment, Salim finit par dire que ça devait être ce que j'avais fumé. Il m'expliqua qu'après que je m'étais endormi, ils étaient sortis acheter de quoi grignoter chez l'épicier et que, apparemment, j'étais resté seul tout ce temps. L'angoisse me gagna. Est-ce que je commençais à devenir fou comme mon frère? Je réussis à rester calme jusqu'au matin, sans fermer l'œil. Je rentrai chez moi juste avant midi, en faisant le moins possible de bruit possible. En entrant, je vis les chaussures de mon frère près de la porte. Il était là, à l'intérieur. Je restai immobile quelques secondes, fixant la porte de la chambre, où j'avais entrevu mon frère agenouillé, murmurant des supplications à quelque chose d'invisible. Puis, on frappa à la porte d'entrée, brisant ce moment figé. J'avais peur que mon frère me surprenne à l'observer. Au moment où je détournais la tête pour ouvrir la porte, je le vis se tourner vers moi, avec un regard si intense qu'il me glaça sur place. Il s'avança soudain, comme s'il allait me frapper. Pris de panique, j'ouvris précipitamment la porte de la maison. C'était ma mère, les bras chargés de sacs de course. Un soulagement immense m'envahit. Sa présence m'avait comme sauvé de ce moment de tension. Elle me lança un regard sévère. « Où est-ce que tu étais passé depuis hier soir ?» demanda-t-elle d'un ton irrité avant de commencer à m'engueuler. À ma grande surprise,
Mon frère intervint avant que je puisse répondre. « Maman, c'est bon, arrête. Je t'avais dit qu'il passait la nuit chez son ami. Celui qui est seul en ce moment parce que sa mère est partie prendre soin de sa grand-mère malade. Laisse-le tranquille. Il n'a rien fait de mal. » Je le regardais, stupéfait. C'était la première fois qu'il prenait ma défense, comme s'il cherchait à apaiser les choses. Ma mère soupira en baissant les yeux. « C'est bon, c'est bon. Allez, aidez-moi avec ces sacs. J'ai les bras en compote. » Nous prîmes les courses et les déposâmes à l'intérieur, tout en silence. Mais je n'arrivais pas à oublier ce que j'avais vu dans la chambre. Mon frère Amir s'enferma dans notre chambre, tandis que ma mère partit pour le travail. Épuisé par le manque de sommeil, je m'allongeai sur le canapé devant la télé et finis par m'endormir. À mon réveil, mon regard fut attiré par une lettre posée sur la table basse. Je réalisai rapidement qu'Amir n'était plus à la maison. Il avait disparu, sans un mot, laissant derrière lui une chambre vide et un silence étouffant. La gorge nouée, je pris la lettre d'une main tremblante et l'ouvris. À chaque mot que je lisais, une angoisse sourde s'installait en moi, comme si Amir avait voulu me confier des secrets trop lourds à porter. « Je suis ton frère adoptif, et tu ne l'as jamais su. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai commencé à entendre des voix, puis à les voir. J'étais le seul à l'orphelinat à vivre cela. Ils ne voulaient pas que je parle de leur présence, mais moi, je pouvais les entendre et les voir. Chaque fois que tu me voyais parler seul, je m'adressais à eux. Au début, ils n'étaient pas méchants. Je voyais juste un seul être de temps en temps, et parfois plusieurs. Mais avec le temps, d'autres sont venus, ceux qui m'ont tourmenté. Ils ne nous ressemblent pas, et si tu les voyais, tu serais pris d'une terreur telle que tu deviendrais malade. Ils voulaient que je m'en prenne à toi, et que je mette fin à ta vie. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mon frère. Je t'ai menacé, et me suis tenu à distance de toi pour te protéger d'eux. Il ne reste qu'un bon parmi eux, celui qui essaye de me défendre. Mais il est impuissant. Je n'avais pas d'autre choix que de t'écrire cette lettre, car ils auraient pu m'entendre. Et si je te parlais, ils auraient pu te nuire. Je n'ai pas d'autre choix que de fuir pour éviter de causer des torts à notre famille. Je ne peux plus rester ici dans cette maison, car je crains que leur influence ne s'étende à toi et à nos parents. Je te demande de garder cela secret. Ne parle à personne de cette lettre. C'est trop dangereux. Te souviens-tu de la fois où nous étions au camp des scouts ? J'étais parti dans la nuit, au milieu de la forêt, et je savais que c'était toi qui me suivais. Je voulais te tenir à distance en te faisant peur. Je ne sais pas ce qui serait passé si tu n'étais pas venu, car ils avaient disparu sur le champ. Je sais qu'ils s'en sont pris à toi chez ton ami Salim, et c'est pour ça que je dois partir. Je t'ai toujours aimé, mon frère. Prends soin de toi et de nos parents. Ne t'en fais surtout pas pour moi. Pardonne-moi, mon frère. Les larmes aux yeux, je réalisais que mon frère avait été adopté. Sa froideur et son comportement distant, que je croyais être de l'indifférence, n'était en réalité qu'une forme de protection. Malheureusement, cela ne faisait qu'accroître l'éloignement entre nous. Il avait également laissé une lettre pour mes parents, dans laquelle il avait écrit « Chère maman et papa, je vous écris cette lettre avec une lourde tristesse dans mon cœur. Il est temps pour moi de partir. Non pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que je dois protéger notre famille. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez pas comprendre, des choses que je ne peux pas vous expliquer sans vous mettre en danger. Quant à moi, je décidai de changer et de devenir un bon fils. Je ne voulais pas ajouter à la peine de mes parents. Je me promettais de faire de mon mieux pour les soutenir. Pour ce faire, je quittai l'école et commençai à travailler chez un garagiste, cherchant à faire face à l'absence d'Amir que j'aimais profondément. Les souvenirs de notre enfance refaisaient surface, et je n'osais imaginer la douleur de mes parents. Au garage, je rencontrai Farouk, un jeune homme qui devint rapidement un ami. Au fil de nos conversations, il me confia avoir lui aussi un frère adoptif. Son récit éveilla en moi une nostalgie troublante. Farouk me parla de l'ombre qui pesait sur son frère, de ses luttes contre des forces qu'il ne pouvait pas expliquer. Ses paroles résonnèrent en moi et éveillèrent des interrogations sur Amir. Je me remémorais certains de mes camarades que je n'avais jamais vraiment compris. Ces outsiders que les autres évitaient, dont la présence semblait imprégnée d'une étrangeté palpable. J'avais toujours pensé qu'ils étaient simplement différents, mais en écoutant Farouk, je commençais à envisager une réalité plus sombre. Ces jeunes marginalisés avaient-ils, eux aussi, été hantés par des djinns comme mon frère? Alors que mes pensées vagabondaient, un frisson me parcourut, comme si la vérité que je cherchais depuis longtemps se cachait encore.
dissimulés dans ces zones d'ombre où djinns et solitaires semblaient liés par un mystère que je ne pouvais encore percer. Les laissés pour compte, les oubliés de la société. Quand j'étais chez Salim, un flash de mémoire me rappela la fois où ces entités s'étaient jouées de moi, en prenant l'apparence de mes anciens amis. Je me souvins de ce moment où je leur avais ouvert la porte, de leurs regards complices échangés lorsque je repris mes esprits. Tout commençait à s'imbriquer dans mon esprit, tel un puzzle dont les pièces se mettaient lentement en place. Je m'étais mis à pratiquer la prière, conscient que mon ignorance de ma religion me faisait défaut. Un jour, alors que je méditais sur mes pensées, on frappa à la porte. Ma mère s'approcha et ouvrit, révélant Amir, debout sur le seuil. Lorsque ma mère ouvrit la porte, un mélange d'inquiétude et de soulagement éclaira son visage. Amir se tenait là, visiblement fatigué mais déterminé. « Amir !» s'écria ma mère, les larmes aux yeux. Elle se précipita vers lui et l'enlaça tendrement. « Où étais-tu ? Nous avons tant souffert sans toi. » Amir, ému, lui rendit son étreinte. À cet instant, mon père s'approcha, son visage marqué par l'inquiétude. Avant de poser des questions, il prit Amir dans ses bras, le serrant contre lui avec une force protectrice. « Mon fils, tu es enfin de retour, c'est tout ce qui compte, » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Je ne pouvais pas rester en retrait. Je m'approchai aussi et, sans hésiter, je pris Amir dans mes bras. « Je suis tellement heureux que tu sois revenu, » dis-je, le cœur battant d'émotion. Nous restâmes tous les quatre dans cette étreinte, entourant Amir de notre amour et de notre chaleur. La connexion entre nous formait une bulle de réconfort au milieu des tempêtes qu'il avait traversées. Après quelques instants, Amir, prenant une profonde inspiration, se redressa. J'ai rencontré un exorciseur, un raqi, un homme qui m'a formé. Je suis devenu raqi moi-même. Je ne pouvais pas rester ici. J'avais peur que les forces qui m'entouraient ne vous nuisent. Le silence s'installa dans la pièce après la révélation d'Amir. Mes parents échangèrent des regards inquiets, mais aucune question ne franchit leurs lèvres. Notre famille comprit plus tard que chaque difficulté peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de compréhension, et qu'il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et de liker la vidéo si elle vous a plu pour me soutenir. Désolé encore une fois de plus pour ma voix, mon petit rhume persiste. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Prenez soin de vous, et à bientôt.